Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'un des piliers fondamentaux de la conception thermique des bâtiments, le calcul de la charge thermique de dimensionnement. Que vous soyez ingénieur, technicien, étudiant en énergie ou simplement passionné par la performance des bâtiments, cette méthode vous concerne directement. Aujourd'hui, nous allons explorer étape par étape la norme européenne en 2831, une référence incontournable pour dimensionner avec précision les systèmes de chauffage dans le résidentiel comme dans le tertiaire. Alors installez-vous confortablement, sortez vos notes et plongeons ensemble dans l'univers rigoureux mais passionnant du calcul thermique. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble toutes les étapes de calcul de la charge thermique d'un bâtiment selon la norme européenne en 2831. Ce processus est indispensable pour dimensionner de manière juste et efficace un système de chauffage, qu'il s'agisse d'une chaudière, d'un radiateur, d'un plancher chauffant ou encore d'une pompe à chaleur. L'objectif principal de cette méthode est de déterminer la puissance thermique nécessaire pour maintenir une température intérieure confortable dans chaque pièce du bâtiment, même lorsque la température extérieure atteint son minimum hivernal. La norme propose une approche par pièce, c'est-à-dire qu'on calcule la puissance nécessaire dans chaque local avant d'agréger ces résultats pour obtenir la puissance globale du bâtiment. La première étape de ce processus consiste à définir deux températures essentielles, la température intérieure de consigne et la température extérieure de base. La température intérieure de consigne correspond à la température que l'on souhaite maintenir dans une pièce donnée. Par exemple, un salon ou un bureau sera généralement chauffé à 20 degrés Celsius, tandis qu'une chambre à coucher peut être maintenue à 18 degrés. Une salle de bain, quant à elle, pourra être chauffée à 22 degrés pour un confort optimal. Ces températures peuvent varier selon les préférences des occupants ou les réglementations locales, mais elles sont indispensables au calcul. La température extérieure de base, quant à elle, dépend du climat de la région. Il s'agit de la température la plus basse observée sur une période significative, souvent issue de relevés météorologiques. À titre d'exemple, à Bruxelles, la température extérieure de base est généralement fixée à -8 degrés Celsius. Cette valeur est essentielle car elle représente les conditions les plus défavorables que le système de chauffage devra affronter. L'écart entre la température intérieure souhaitée et la température extérieure de base donne le delta thermique à compenser. C'est ce que l'on appelle l'écart de température de dimensionnement. Une fois cet écart déterminé, la deuxième étape consiste à identifier les caractéristiques thermiques de chaque paroi qui compose l'enveloppe du bâtiment. Cela inclut les murs extérieurs, les planchers bas, les toitures, les portes, les fenêtres, mais aussi les planchers en contact avec le sol ou les murs enterrés. Pour chaque paroi, on relève sa surface, notée grand A, son coefficient de transmission thermique noté U et, si nécessaire, un facteur de correction noté E, qui peut tenir compte de l'orientation ou de l'exposition au vent. Le coefficient U exprime la capacité d'un élément à laisser passer la chaleur. Plus ce coefficient est faible, meilleure est l'isolation thermique. En parallèle, il faut également identifier les ponts thermiques, c'est-à-dire les zones de jonction entre deux éléments constructifs, comme l'intersection entre un mur et un plancher ou entre une fenêtre et son encadrement. Chaque pont thermique est caractérisé par sa longueur, notée L, et son coefficient linéique de déperdition thermique, noté ψ. Ces éléments sont souvent négligés, mais peuvent représenter jusqu'à 15% des pertes thermiques dans un bâtiment mal conçu. La troisième étape consiste à calculer les pertes par transmission thermique dans chaque pièce. Ces pertes correspondent à la chaleur qui s'échappe par les parois en contact avec l'extérieur ou avec des locaux non chauffés. La formule à utiliser est la suivante. La perte thermique par transmission, notée phi indice T, est égale au coefficient global de transmission de la pièce, noté H indice T, multiplié par l'écart de température, soit θ intérieur moins θ extérieur. Le coefficient H est la somme de deux parties. La première est la somme de tous les produits surface, fois coefficient U, fois facteur E pour chaque paroi, et la seconde est la somme des longueurs de pont thermiques multipliées par leur coefficient ψ. Ainsi, plus une pièce comporte de surfaces mal isolées ou de ponts thermiques importants, plus les pertes seront élevées. L'étape suivante, la quatrième, concerne les pertes par ventilation.
En effet, pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur, il est nécessaire de renouveler l'air dans les pièces, ce qui entraîne une perte de chaleur. Ces pertes sont calculées à l'aide de la formule suivante. Phi indice V est égal à 0,34 multiplié par le débit d'air, noté V pointé, lui-même multiplié par l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Le débit d'air peut être déterminé selon deux approches, soit à partir d'un système de ventilation mécanique contrôlé avec des débits connus, soit par une estimation du renouvellement d'air en fonction du volume de la pièce et d'un taux de renouvellement moyen, généralement compris entre 0,5 et 1 volume par heure. Cette valeur peut être ajustée selon les exigences d'hygiène, le type de pièce ou la perméabilité du bâtiment. Cinquième étape, la prise en compte de la puissance de relance. Cette notion intervient uniquement si le chauffage fonctionne de manière intermittente, par exemple si le système est arrêté ou réduit durant la nuit. Dans ce cas, au moment de la remise en marche, le chauffage devra fournir une puissance supplémentaire temporaire pour remonter rapidement la température ambiante. Cette puissance est calculée selon une formule simplifiée. Phi indice RH est égal à un facteur de relance, noté FRH, multiplié par la surface de la pièce. Le facteur de relance varie généralement entre 6 et 10 watts par mètre carré, en fonction de la qualité d'isolation et de la durée de l'arrêt. Ce terme est souvent omis dans les bâtiments à chauffage permanent, mais il devient essentiel dans les bâtiments tertiaires ou scolaires, par exemple, où l'on coupe le chauffage la nuit ou le week-end. Nous arrivons ensuite à l'étape 6, l'addition de tous les postes de perte. On calcule pour chaque pièce la charge thermique totale, notée Phi indice HL, en additionnant les pertes par transmission, par ventilation et éventuellement la puissance de relance. Cela donne une vision précise de la puissance que devra délivrer le système de chauffage pour maintenir la température intérieure de consigne dans cette pièce, même en cas de conditions hivernales extrêmes. Il est recommandé de faire ce calcul pièce par pièce, car certaines zones du bâtiment, comme les salles de bain ou les locaux techniques, peuvent avoir des températures de consigne différentes ou des caractéristiques d'isolation particulières. Enfin, la dernière étape consiste à additionner les charges thermiques de toutes les pièces pour obtenir la charge thermique totale du bâtiment. Cette valeur, exprimée en watts ou en kilowatts, représente la puissance que le générateur de chaleur, comme une chaudière ou une pompe à chaleur, devra être capable de fournir. Il est important de noter que cette puissance ne correspond pas à la consommation annuelle d'énergie, mais bien aux besoins instantanés maximales, c'est-à-dire le jour le plus froid de l'année. La formule synthétique finale, qui regroupe toutes ces étapes dans une seule expression, peut s'écrire comme suit. La charge thermique totale est égale à la somme, pour chaque pièce, de trois termes principaux. Le premier terme correspond aux pertes par transmission, c'est-à-dire la somme des produits surface fois coefficient U fois facteur E pour toutes les parois, à laquelle on ajoute la somme des longueurs de pont thermiques multipliées par leur coefficient PSI. Le deuxième terme représente les pertes par ventilation, soit 0,34 multiplié par le débit d'air. Le troisième terme, facultatif, est la puissance de relance, égale à un facteur multiplicatif appliqué à la surface de la pièce. L'ensemble de ces termes est ensuite multiplié par l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Ainsi, la formule globale permet de prendre en compte à la fois les caractéristiques thermiques de l'enveloppe, les besoins en renouvellement d'air et les contraintes liées à l'intermittence du chauffage. C'est un outil puissant et rigoureux qui permet d'éviter les erreurs de dimensionnement, les surcoûts inutiles et les désagréments de confort pour les occupants. Et voilà, tu connais maintenant toutes les étapes essentielles pour calculer une charge thermique selon la norme 1 en 2 1831. Cette méthode te permettra de dimensionner tes systèmes de chauffage avec précision et efficacité. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, commenter et t'abonner à la chaîne Apex Axis Samira. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains contenus techniques. Merci.